Dans le cadre de la Journée de la Femme, nous organisons une table ronde autour de vos expériences et de vos carrières à des postes de direction. Est-ce que vous pourriez chacune présenter rapidement votre parcours et vos missions au sein d'Equanti ? Bonjour, Charlotte. Charlotte Veil, présidente d'Equanti et directrice générale d'ailleurs. Alors mon parcours est un parcours de scientifique. Moi je suis diplômée d'une école d'ingénieur en mathématiques et génie atomique. J'ai commencé ma carrière dans le nucléaire. Rien à voir avec le marketing et je suis en fait c'est par le biais de rencontres au sein de la Cogema qui était mon premier employeur que j'ai découvert le digital et en fait je suis rentrée chez IBM assez rapidement au début du digital dans les années 95 et je ne l'ai plus quitté en fait. Je suis passée après par des agences digitales et puis Equanti au début des années 2000 Equanti était tout juste créé, voilà. J'étais la deuxième salariée d'Equanti. Alors bonjour, je suis Jennifer Bedel. Moi je suis économètre en fait de formation. Donc j'ai débuté ma carrière comme data miner. Donc ce sont les ancêtres des data scientists au sein d'une société qui s'appelait Soft Computing. Dans une ancienne vie professionnelle avec Didier Richaudot qui est encore aujourd'hui notre patron de la data. Voilà, et donc moi j'ai rejoint Equanti en 2006. Et j'ai évolué en tant que consultante senior jusqu'à être aujourd'hui directrice au sein de notre équipe stratégie. Bonjour, Béatrice Moré-Brigado, je suis senior manager dans la practice marketing performance. Alors moi j'ai rejoint Equanti très récemment, en septembre, après un long parcours chez l'annonceur, en tant que directrice marketing et digital, directrice CRM, dans le groupe notamment Yves Rocher, dans le groupe Chantel, et j'ai eu aussi un parcours entrepreneurial. J'avais notamment lancé un site e-commerce. Alors Frédéric Barbier, moi je suis associée chez Equanti. Moi j'ai un parcours un peu particulier puisque moi j'ai fait 14 ans dans le jeu vidéo avant de me lancer dans la chasse de tête puisque je suis associée mais sur la partie RH chez Equanti. Et chasse de tête pour recruter des profils dans les nouvelles technologies, puisque en fait le jeu vidéo c'est quand même les premières communautés, c'était les prémices du digital. Et après je suis passée comme chasseuse de tête en créant une pratique nouvelle techno, et en 2013 j'ai créé World Wide Search, spécialisée dans les profils digitaux et data. Et en 2016 je me suis rapprochée d'Equanti où je suis devenue associée. Alors aujourd'hui, vous exercez chacune un métier qui a trait à la technique et aux chiffres qui sont malheureusement en général assez rébarbatifs pour les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui vous a attiré ? Alors, une petite remarque concernant la formulation de la question que je trouve un peu biaisée d'entrée de jeu. Je trouve que cette question souffre d'un cliché. Elle est un peu, pour moi. Je pense pas que les chiffres soient rébarbatifs pour les femmes. Je pense qu'effectivement il y a moins de femmes dans les métiers des chiffres, mais c'est plutôt peut-être lié au manque d'opportunités qu'elles ont, au manque de confiance qu'elles ont en elles pour aller vers ces métiers. Me concernant, je trouvais ça très intéressant qu'on commence à appliquer des chiffres et de la rationalité dans un domaine, à savoir le marketing, qui jusqu'à présent ne faisait l'objet de très peu de rationnel et de mesures de performance. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans cette idée chez Equanti. Alors, pour rebondir sur ce que disait Charlotte, j'ai à peu près eu la même approche, effectivement. Je pense que c'est cette recherche un petit peu de rationnel qui m'a plu, qui m'a intéressée au départ dans mes études d'économie où donc j'ai eu des volets plus liés à la data et son utilisation. Aussi, le fait de pouvoir finalement modéliser de façon plus simple des éléments un peu complexes de nos environnements que je trouvais assez intéressant. Et moi, pour le coup, dans l'exploitation de la data, j'ai aimé la technicité finalement au départ. Et ce qui finalement m'a manqué après, c'était et qui a finalement drivé un peu mon évolution chez Equanti, ça a été le fait de pouvoir après reprendre de la hauteur de vue et de la perspective business autour de cette data. Voilà. Mais au départ, moi, j'ai été très séduite par la technicité de la data. Moi, je dirais, à contrario peut-être de Jennifer,
Moi j'ai démarré ma carrière chez Yves Rocher, on était très concentré en fait sur la compréhension du comportement du client. Alors évidemment avec des outils et une quantité de data qui était vraiment plus limitée qu'aujourd'hui, mais c'était exploiter la donnée pour comprendre comment se comportait le consommateur, trouver des pistes d'amélioration. Et ce côté finalement très business, et c'est ça qui m'a intéressée au départ et qui m'a toujours intéressée, que j'ai toujours cherché à développer dans mon parcours. Alors moi, en fait, c'est pas forcément la data qui m'a attirée au départ, c'était plutôt la technologie au service du business, ce que je trouvais très intéressant. Et donc, je le disais, dans le jeu vidéo, il y a toujours eu la technologie, c'est la base de ce secteur. Et puis petit à petit, quand j'ai commencé à recruter les premiers data scientists, donc ça c'était peut-être il y a 10 ans maintenant, c'était fou ce qu'on pouvait, dans les échanges, on se rendait compte de ce que la data apportait encore plus, les algorithmes pouvaient apporter comme vision du business, quoi. Et aujourd'hui, plus on avance dans ces sujets avec précision, et plus on se rend compte que notre vie, elle est entourée de data. Maintenant, après plusieurs années d'expérience, qu'est-ce qui aujourd'hui vous plaît le plus dans votre secteur ? Chez Quanti, dans le conseil, c'est vraiment la variété des missions, la possibilité de développer ses compétences, d'apprendre en permanence. Il faut beaucoup de curiosité et les interactions aussi interpersonnelles que je trouve très riches avec des interlocuteurs intéressants, que ce soit en interne ou avec nos clients. Puis une exigence aussi qu'on se doit d'avoir pour nos clients. Alors moi, si je reprends, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je trouve que ce que tu viens de dire, ça se porte tout à fait sur le recrutement. Ça se prête tout à fait au recrutement. Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans mon métier sur la partie recrutement, c'est de découvrir les nouveaux métiers aussi, puisque ça évolue tout le temps. Et aujourd'hui, on recrute des profils, par exemple autour de l'agilité, qui n'existait pas il y a 5-6 ans, enfin qui existait peut-être, mais on ne parlait pas encore d'agilité comme ça. La data science, je disais, ce sont des métiers quand même assez récents aussi. Et puis, j'imagine que tout ce qui va arriver avec le métaverse, etc., ça aussi, peut-être que dans 3 ans, ça sera complètement commun, mais aujourd'hui, c'est nouveau. Et c'est ça qui est passionnant dans les échanges qu'on peut avoir avec tous les candidats qu'on rencontre et avec nos clients. En effet, on va vers une vraie hybridation finalement des métiers. Et donc, moi, je le vois un peu comme dans une logique cerveau gauche, cerveau droit. Moi, je suis très cerveau gauche à l'origine, les études en plus. Et je trouve que finalement, ce qui fonctionne très bien dans nos activités au sein d'Equincy, c'est cette capacité à combiner différents angles et à créer, par exemple, des plans d'action innovants, différenciants pour les marques qu'on accompagne, tout en les ancrant dans de la performance, dans du ROI et des choses effectivement qui sont nourries, empreintes de data, qu'elles soient pour nous nourrir un petit peu dans ce qui pourrait apporter de la valeur à nos clients, et derrière aussi piloter finalement dans le temps l'efficacité de ces actions. Donc c'est vraiment la combinaison de ces différentes couleurs que je trouve être la force aussi des réalisations d'Equincy aujourd'hui. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est les rencontres, très clairement. Plus ça va et plus c'est ce que j'aime, les rencontres. Rencontrer un petit jeune qui démarre dans la vie et qui s'interroge sur les métiers du conseil. Rencontrer un trentenaire qui veut changer de carrière et qui faisait de la stratégie, qui veut faire de la data ou le contraire. Un client qui est directeur général et qui veut qu'on le mette à niveau sur les sujets data. Et la richesse des rencontres et des backgrounds et des orientations et des projets professionnels. Et plus ça va, et plus c'est ce qui me passionne le plus dans nos métiers de prestation intellectuelle. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de débuter dans votre carrière ? Je ne sais pas si ça aurait été possible, mais j'aurais aimé qu'on me dise que c'est pas grave de se tromper, ni de déplaire, ni de décevoir. En fait, quand j'étais jeune, moi j'étais extrêmement perfectionniste. Et du coup, quand je faisais la moindre erreur, j'étais malade pendant une semaine. Et de moins en moins, là, ça doit être l'âge. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise, c'est pas grave, l'erreur, au contraire, ça fait progresser. On peut pas plaire à tout le monde, donc déplaire, décevoir, c'est pas grave, tout ça, puis ça s'oublie. Parce que ça m'a valu pas mal de nuits blanches. Voilà. Mais ça s'apprend sur le terrain, donc je ne sais pas de toute façon si on aurait pu me le dire. Je pense que même si on me l'avait dit à 20 ans, je suis pas sûre que je l'aurais intégré. Donc, Moi, je suis tout
tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que je pense que si au début on m'avait dit c'est pas grave, tu peux te tromper, moi je pense que mes plus grandes réussites finalement, ou plutôt là où je me suis le plus réalisée, c'est après m'être trompée. Parce que ça m'a donné l'occasion de me remettre en question, de me dire qu'est-ce que tu vas faire maintenant, de me lancer dans le recrutement, qui était juste une idée, et puis voilà, je l'ai fait, j'ai lancé ma boîte, jamais je pense qu'à 23 ans, si on m'avait dit que je créerais une société, jamais j'aurais pensé que c'était possible, quoi. Et probablement aussi par manque de confiance. Donc je pense que si on m'avait dit « aie confiance en toi, tu peux te tromper », peut-être que voilà, je l'aurais fait plus vite, etc. Mais en même temps, c'est pas très grave puisque j'ai fait. Il y a deux sujets que j'aurais bien aimé, deux conseils que j'aurais bien aimé avoir. Un qui rejoint complètement ce qu'ont dit Charlotte et Frédéric, c'est que si on m'avait dit qu'une carrière c'était pas forcément linéaire, qu'il y avait des moments d'accélération, de pause, qu'on pouvait faire des pas de côté, et que c'était pas gênant, et ben en fait ça m'aurait aussi, et qu'il faut gérer sereinement ces différentes phases, ça m'aurait peut-être décomplexé sur certains sujets, et au contraire j'aurais plutôt vu la richesse de certaines expériences que finalement que j'ai perçues après. Enfin, une fois que les choses étaient passées, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est cette expérience-là que tu n'as pas forcément voulu à ce moment-là, qui t'a apporté beaucoup dans ton parcours. Et l'autre point aussi, c'est que j'aurais bien aimé peut-être savoir ou avoir plus conscience qu'on pouvait mieux gérer son équilibre pro et perso. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois quand même les filles, les jeunes mamans, aujourd'hui, je trouve qu'elles gèrent beaucoup mieux cette dimension, et peut-être que, en tout cas moi personnellement, j'étais un peu trop si je donne pas beaucoup pour mon travail, ça va pas bien se passer. Alors pour ma part, je sais pas si ces conseils auraient vraiment changé quelque chose, parce que je suis peut-être un peu comme Charlotte, adepte des nuits blanches. Je pense que finalement moi, pour avancer, à un moment donné, ce qui m'a aidé certainement, c'est de justement pas trop me poser de questions, de me dire de toute façon il faut y aller, il faut aller de l'avant, il faut garder le cap, et parce que finalement les challenges, les opportunités, ça tombe jamais au bon moment dans une carrière. Jamais. Donc en fait il faut juste effectivement prendre ces challenges quand ils arrivent. On ne peut pas y être préparé, je trouve, finalement, ou peu, et que finalement c'est d'y faire front qui nous fait le plus avancer dans la vie au final. Donc c'est vrai que maintenant, avec le recul, je pourrais dire des choses semblables à mes collègues, mais je crois que dans mon cas, ça n'aurait rien changé. Il faut les vivre en fait. Merci. Alors c'est une question large, mais est-ce que vous auriez des pistes pour féminiser vos métiers à l'avenir ? Je commence ? C'est toujours moi qui commence. Il y a un problème au recrutement en fait, c'est-à-dire que nous on recruterait volontiers plus de femmes et de jeunes femmes, mais je pense que le problème vient d'avant. C'est pas pour reporter la faute ailleurs, mais le problème vient des formations. Moi je viens de formation d'ingénieur, il y avait une femme pour une fille pour 20 garçons, et encore ça a dû s'améliorer depuis, mais nous on était 3-4 pour 40, donc en fait le problème vient de la formation. Je pense qu'il faudrait inciter, donner confiance davantage aux jeunes filles pour qu'elles fassent des sciences, leur expliquer que c'est pas plus dur et c'est aussi plaisant et intéressant que de faire d'autres choses. Donc il y a ce problème-là. Et après, concernant les femmes à des niveaux de direction, je pense je rebondis sur ce que disait Béatrice tout à l'heure, plus on favorise la flexibilité et le télétravail, plus il est évident que les femmes qui quand même en 2021 continuent à s'occuper, à mon avis, un peu plus des enfants, c'est évident que tout ce qui joue en faveur de la flexibilité du travail va jouer en faveur de la facilité pour promouvoir des femmes à des postes de direction. Moi, ça me paraît logique. Donc. Le nouveau bac n'allait pas non plus dans le bon sens. Tout à fait vrai. Pour l'investissement des filles dans les matières scientifiques. Et là, quand même, les stats parlent d'elles-mêmes. Tout à fait vrai. Absolument. Et ça, c'est vraiment dommage. Et après, moi, je trouve aussi que nous, aller parler à des collégiennes, des lycéennes, par exemple, dans les lycées, il y a des journées d'orientation, des choses comme ça. Je trouve que nous aussi, on se doit de peut-être un peu s'investir là-dessus. C'est des gouttes d'eau, mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça peut donner envie aussi. Après, c'est vrai que c'est quelque chose de très mystérieux, même dans les petites classes.
Moi, je me rappelle que souvent les petites filles aimaient mieux lire que les petits garçons. J'ai jamais compris pourquoi, en fait. Et je sais pas si c'est les parents qui inconsciemment reproduisent les stéréotypes en disant au petit garçon oh, ce que t'es fort et à la petite fille oh, ce que t'es belle ou je ne sais quoi. Mais je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut essayer de rectifier assez tôt parce que manifestement, ça vient dès l'enfance, en fait, les clichés de genre, comme on dit. Mais effectivement, je pense que ça vient aussi des parents, en effet. Ouais. Et que nous, on est encore dans une génération un peu charnière. Et que très certainement, les choses changeront à la prochaine génération aussi dans le discours éducatif des parents. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on était assez nombreuses quand même dans ma formation de statistiques et de mathématiques appliquées au marketing. Les garçons étaient peut-être plus présents dans les champs d'application à l'économie et à la biostat. Et j'ai le sentiment que là, pour le coup, avec ce nouveau métier du data scientist, qui n'est plus celui du data miner de mon époque, eh bien, on rebascule effectivement vers des populations qui sont plus masculines, avec la dimension, on va dire, informatique et technologique en plus de l'aspect statistique de mon époque. Après, il y a aussi le sujet des quotas pour faire pour accéder des femmes à des niveaux de direction. Les fameuses lois Copé-Zimmermann, je ne sais plus, mais c'est vrai que ces quotas qui ont été si critiqués, au moins, ils permettent d'accélérer la parité à des niveaux de direction. Donc on peut leur reprocher des choses, mais... J'ai pas l'impression que ça soit vraiment appliqué déjà. Je pense de plus en plus, et je pense que s'il ne l'était pas, il faudrait attendre 2050 avant que les... Donc je pense qu'ils permettent malgré tout d'accélérer, même s'ils ont des... Dans le recrutement, c'est quelque chose que vous prenez en compte ou... Non, de temps en temps on nous demande de recruter effectivement certaines minorités pour répondre à des quotas, mais c'est pas forcément que des femmes par exemple. Donc, nous on a certains clients qui à compétences égales choisissent des femmes, et le disent d'ailleurs, hein. Ils ne le cachent pas, ils disent à compétences égales pour l'instant on recrute une femme. À votre avis, comment voyez-vous les nouvelles générations transformer vos métiers ? Je dirais quand même que tout doit aller plus vite. Aujourd'hui, on doit démontrer aussi de la valeur, des résultats plus rapidement. Et c'est aussi ce que nos collaborateurs attendent de nous et attendent de leur employeur aussi dans leur carrière, dans leurs évolutions. Ils sont aussi à ce niveau-là. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on va aller vers effectivement peut-être des prises de décision, certes toujours ancrées dans des éléments solides de prise de décision, mais qui vont être peut-être plus accélérées encore et peut-être plus pragmatiques avec une notion un peu on va dire d'agilité, de test and learn plus importante et en se donnant du coup plus facilement la capacité à changer d'orientation si les effets prévus ne sont pas là, alors qu'on s'inscrivait peut-être davantage dans des dynamiques longues, peut-être, c'est vrai. dans notre génération, en se disant, à un moment donné, on va se donner un plan d'action à 3 ans. Aujourd'hui, si au bout de 6 mois, les choses ne fonctionnent pas, il est peut-être temps déjà de les réenvisager. Ils sont plus impatients, et je trouve que les jeunes, ils sont moins en pilote automatique par rapport à nous. Enfin, les générations de Jennifer, qui est très jeune, je ne sais pas. Mais moi, dans ma génération, on passait son diplôme, on travaillait, on se posait pas beaucoup de questions. On était parfois en pilote automatique, quitte à se dire à 50 ans, oui, qu'est-ce que j'ai fait de mes... Et là, beaucoup plus rapidement, ils se soucient, je trouve, du sens de leur métier, de l'équilibre professionnel, personnel, de l'intérêt aussi qu'ils trouvent, et de l'intérêt immédiat, qui recoupe ce que disait Jennifer. Et donc, ils réfléchissent davantage, ainsi que l'impact du métier sur l'environnement, la société. Je trouve qu'ils réfléchissent davantage peut-être que nous qui étions plus dans un automatisme de carrière. Et je pense qu'ils sont aussi en demande vraiment d'une relation d'égal à égal. Nous, quand on a commencé, c'était pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que nous, c'était presque une relation un peu patriarcale. Notre manager, c'était vraiment Dieu, quoi. Il fallait progresser aussi pour lui faire plaisir, pour lui montrer son... Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les jeunes, aujourd'hui, ils veulent avoir une vraie relation où ils apprennent, mais ils ont aussi la possibilité de nous challenger. Et bon, pour nous, moi personnellement, je trouve ça génial. Mais ça change beaucoup les choses quand même. Je pense que sur certaines personnes, ça peut quand même bien challenger le mode de management. Moi, je trouve que ça change déjà notre mode de management. Nous aussi, on se met dans un mode très d'égal à égal d'écoute. En tout cas, moi, j'ai l'impression que
notre posture aussi a déjà a beaucoup changé sous l'impulsion aussi. Oui, c'est eux qui nous amènent à changer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On a quand même à gérer leur impatience. Et une moindre fidélité, mais aussi du coup qui nous challenge aussi. Ça, c'est sûr qu'à notre époque, 3 ans sur un CV, moi, quelqu'un qui changeait tous les 3 ans, j'appelais ça, tiens, il papillonne celui-là. Maintenant, quand quelqu'un reste 3 ans, on dit, oh, quand même, il reste 3 ans. Mais ça, c'est vrai que c'est une transformation assez notable, je trouve. Alors, moi, j'avais pas compris la question de la même manière que vous. Je pensais plutôt ma réponse dans le sens de comment ça change nos réalisations vis-à-vis de nos clients. Je pense aussi que les cycles changent vis-à-vis de nos clients. Quand je parlais effectivement de prise de décision rapide en se donnant la liberté de pouvoir faire des retours en arrière, tout ça c'est induit par cette nouvelle dynamique pour moi aussi qu'apporte la nouvelle génération. Donc je pense qu'effectivement il y a le management, la relation qu'on peut avoir dans les équipes et la façon dont on travaille au sein d'une équipe, mais pour moi ça change notre métier également petit à petit, et on voit bien que les cycles projets chez les clients évoluent beaucoup aussi par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Vous parliez donc tout d'adaptation. Est-ce que vous avez senti dans votre carrière que le fait d'être une femme a changé votre parcours ? Alors, pas du tout, moi. Et bizarrement, parce que j'ai écouté par le passé un certain nombre d'émissions où des femmes disaient que ça avait été dur, en tout cas, me concernant, pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours évolué dans des milieux très masculins. À la Cogema, c'était très masculin. Au début, chez IBM, très masculin. Moi, j'ai jamais eu une réflexion déplacée, jamais. C'est peut-être un hasard, hein, mais et j'ai toujours été accueillie avec bienveillance, donc je dois dire, vraiment, pour moi, peu d'impact. Moi, je dirais pareil. Je dirais même que quand ça m'est arrivé d'avoir des gens misogynes en face de moi, je me suis pas laissée faire. Et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont soutenue. Donc, mais ça n'a jamais été un frein ou un avantage d'ailleurs. Pour ma part, je réponds comme mes collègues, effectivement. Moi, je ne l'ai jamais senti de la part des autres. Et je pense que pour des questions encore de culture, c'est plutôt moi qui me suis parfois mise des barrières. Je craignais finalement un certain nombre de barrières et qui sont peut-être venues, mais parce que tout simplement c'est moi qui les avais mis sur la table. Voilà, mais sur les sujets assez classiques qu'on a pu évoquer, voilà, on a des métiers qui sont aussi des métiers assez prenants, assez contraignants. Donc quand on ne vit pas les mêmes contraintes aussi dans son environnement personnel, c'est des sujets qui peuvent devoir être traités, ou aussi quand on envisage à un moment donné aussi en tant que femme une vie de famille, voilà, ça induit des questions mais qui ne m'ont jamais été on va dire imposées par d'autres. Il y a beaucoup de changements d'état d'esprit chez les femmes elles-mêmes. Sur le sujet des limites qu'on se met, je raconte une anecdote, je ne sais pas si c'est... quand je suis rentrée à l'agence Neuron, qui maintenant a été rachetée par Publicis, l'agence web, je venais d'avoir des enfants, donc ils étaient en bas âge, et j'ai eu une réunion avec le directeur général de l'agence. Je lui ai tellement dit que j'avais des enfants, et à la fin il m'a dit, mais vous avez quand même quelqu'un pour les garder? Il avait l'air paniqué, je me suis dit, non, là j'en ai un peu trop fait là. Et en effet, je comprends très bien ce que dit Jennifer sur le fait de soi-même se mettre des contraintes. Personnellement, je n'ai pas trouvé que le fait d'être une femme qui vraiment soit différent dans la carrière. Après, j'ai plutôt trouvé quand même le fait d'avoir des enfants avait changé des choses, mais n'avait pas forcément changé la destination finale, mais plutôt la façon d'y arriver, et qu'on est quand même confronté, on est obligé de faire des choix. À un moment, quand on a 1, 2, 3 enfants, dans le cas, mais c'était plutôt, c'était plutôt moi qui faisais ces choix plutôt qu'ils ne soient imposés par mon environnement. Ça nous oblige à nous organiser aussi, beaucoup plus. Oui, ça c'est vrai. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec d'ailleurs même un associé du cabinet pendant une période où voilà, j'ai envisagé d'autres horizons, parce que c'est quand même très longtemps que j'ai rejoint le cabinet Equality. Et en fait,
cette personne me disait, mais en fait, vous les femmes, vous voyez toujours par exemple, un poste que vous pourriez ambitionner d'avoir, vous voyez toujours les 20% qui vous manquent, alors que les hommes, ils vendent toujours effectivement les 20% qui... Enfin, Les 80%. Voilà, exactement, pardon. Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que pour avoir échangé sur ces sujets avec des amis aussi, c'est quand même un trait qu'on retrouve très très souvent chez nous les femmes, je dirais. Ce syndrome de l'imposteur. Pour employer un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, la sororité, et j'ai parfois fait le constat que les femmes n'étaient pas toujours les meilleures amies des femmes dans l'entreprise, et que parfois elles en demandaient plus aux autres femmes qu'elles ne demandaient aux hommes. Ouais. Et donc parfois je trouve que c'est un peu dommage. C'est ça. Alors, une petite question. Donc, y a-t-il une personnalité qui vous inspire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Moi, je laisse la primauté à Frédéric, parce que je sais qu'on a la même personne. On en a discuté au café ce matin, mais... Bon, vas-y. Pour moi, c'est parlera pour nous deux. Donc, on en a parlé avec Charlotte, puisque on pense la même chose, c'est Simone Veil. Mais donc, Simone Veil, parce que, on connaît tout son parcours, et puis voilà, c'est cette résilience dont elle a été capable, elle a toujours avancé, elle n'a jamais fait de concession sur ses valeurs. Bon, voilà, moi je trouve que c'est ce que j'ai envie d'être aussi. Voilà. Et pour compléter, comme c'est notre personnage, notre inspiratrice commune, je pense qu'elle a... Comment dire? Elle a vraiment lutté contre toute forme de discrimination, au-delà de celle d'ailleurs qu'elle avait subie. Hein. Mais le plus impressionnant, je trouve, c'est qu'elle est toujours restée très simple, très accessible. Et c'est ça, la comparaison de tout ce qu'elle a fait à ce qu'elle est restée. Vraiment la dame qui parlait simple, modeste, humble. C'est ça que je trouve le plus extraordinaire. Moi, j'ai une personnalité qui m'inspire en ce moment. Alors c'est un peu aux antipodes de la personnalité de Frédéric et Charlotte, mais c'est Justine Hutto, qui est la cofondatrice de Respire, qui est une jeune entrepreneur qui a lancé cette marque Respire, qui se développe hyper vite. Elle est très engagée, c'est une sportive accomplie, elle fait beaucoup de parallèles entre la compétition sportive et sa vie entrepreneuriale, et elle communique beaucoup sur les réseaux sociaux, et d'une façon extrêmement simple. Elle implique sa communauté, et la marque se développe de façon extraordinaire, et c'est elle qui l'incarne beaucoup, et je trouve qu'elle est très inspirante par son dynamisme, sa puissance de communication, son côté sportif. Comme Simone Veil. Voilà. Alors, moi je réponds un peu à côté à cette question, parce que typiquement, c'est le genre de question où pour moi, ça ne va pas être un sujet de genre, de femme ou d'homme en fait, ni d'ailleurs d'une femme ou d'un homme. Moi, les personnalités qui me touchent, elles sont diverses, et sont plutôt des personnes qui de par des actes extrêmement courageux, périlleux, ont pu servir ensuite des causes plus larges et fortes. Et donc si je dois citer des femmes, ça va être très classiquement peut-être les Simone Veil, effectivement, les Rosa Parks, les Lucie Aubrac, mais des hommes, il y en a beaucoup aussi qui vont, on va dire, répondre aux mêmes critères, et voilà. Et autant, je pense qu'on a encore pas mal de choses à travailler, nous les femmes. Je suis pas toujours trop non plus à l'aise, c'est vrai, avec une forme d'opposition homme-femme, et donc d'aller chercher, on va dire, plus particulièrement une femme à mettre en avant plutôt qu'un homme. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont fait beaucoup pour les femmes. Ce serait intéressant de demander à un homme s'il y a une femme qui l'a inspiré. Oui, tiens, intéressant comme exercice. Mais d'ailleurs, les femmes que l'on a citées n'ont pas uniquement lutté que pour le droit des femmes. Non, d'ailleurs. Elles ont cité, voilà, donc... Tout à fait. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Cette discussion touche à sa fin. Encore un grand merci à toutes pour votre participation. On était très heureuses de partager ce moment avec vous, et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci. Merci beaucoup.